7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, vous vous souvenez, chers auditeurs, c'était le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait qualifié l'épidémie Covid-19 de pandémie. Alors, aussitôt, le Conseil européen et la Commission européenne ont présenté leur feuille de route commune pour limiter sa propagation. Et l'Union européenne a mis l'accent sur l'importance, je cite, de la mise au point d'un vaccin sûr et efficace comme mesure vitale pour contribuer à mettre un terme à cette crise sanitaire. Alors, la Commission européenne publie sa stratégie liée au vaccin, c'est en juin 2020. Elle promeut une approche centralisée des marchés au niveau européen pour assurer, toujours je cite, une protection suffisante de vaccins dans l'UE et donc un approvisionnement suffisant des États membres, mais aussi d'adopter le cadre réglementaire de l'UE à l'urgence actuelle et mettre au profit la souplesse réglementaire existante. Voilà, on va revenir sur la souplesse réglementaire existante. Alors, l'acquisition de vaccins contre le Covid est donc lancée. Entre août 2020 et novembre 2022, la Commission européenne signe 11 contrats au nom des États membres. La note s'élève à 71 milliards d'euros pour acheter jusqu'à 4,6 milliards de doses, et ce auprès de 8 fabricants d'injections. C'est donc une somme considérable d'argent public alloué à ces contrats, mais de cette affaire, la transparence est au rang absent. 5 eurodéputés du groupe Vert ont porté plainte contre la Commission européenne qui refuse alors de rendre publics ces contrats de vaccins Covid. Pourquoi une telle opacité ? Comment expliquer une rétention d'informations pour les citoyens des pays membres et leurs élus ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec le docteur Louis Fouché. Bonjour, docteur Louis Fouché. Bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup de me recevoir. Je précise au passage que j'ai pas de conflit d'intérêt dans l'histoire des vaccins avec aucune firme pharmaceutique, aucune firme assurantielle ou du numérique, et que je parle en mon nom propre et absolument pas pour les institutions qui m'emploient. Alors, merci. Mais ça, je n'en doutais pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous invite, docteur Louis Fouché. Alors, je rappelle juste c'est une règle non inscrite, mais on ne peut pas dire le nom qui commence par V et qui finit par 1 parce que c'est proscrit sur YouTube. Il faut mieux dire injection. Je vous invite à être vigilant, mais je vous fais confiance. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et auteur de ce livre Tous résistants dans l'âme. C'est aux éditions Très Daniel, et nous sommes avec Christine Coton. Bonjour Christine Coton. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Louis. Alors, vous êtes biostatisticienne et puis vous êtes auteur notamment de... alors là, ça va être compliqué de ne pas dire le mot, mais tous injectés, tous protégés. Injection Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée aux éditions Très Daniel aussi. On vous avait aussi invité pour ce livre. Alors, je voulais revenir sur donc la Commission européenne, on l'a dit, qui refuse de rendre publics les contrats qu'elle a signés pour ces vaccins contre le Covid-19. Quels étaient, Louis Fouché, à ce moment-là, l'enjeu de tels contrats? Quelles sont les informations qu'on dispose sur ces contrats aujourd'hui? D'abord, merci de revenir un peu sur l'histoire de ces injections, effectivement, et puis j'espère qu'on parlera aussi des victimes d'effets secondaires. Christine en parle dans son livre, et je pense que c'est un sujet très important aujourd'hui, parce qu'il y a de très nombreuses associations de victimes, et je crois que le gros scoop de la semaine dernière, s'il devait y en avoir qu'un seul, c'était le fait que toutes ces associations allaient manifester devant l'AFP, justement pour que les médias commencent à parler un petit peu de leur souffrance, et du fait que, pour le moment, tout le monde s'en fout. On est face à un déni collectif absolument hallucinant de formation de masse, que ce soit Verity, Où est mon cycle, les Désenfantés, les Cœurs Vaillants, à Victime, tous les autres que j'oublie et dont je m'excuse au passage. Mais tous ces gens, pour le moment, ne sont pas pris en charge, alors même que dans d'autres pays, il y a une reconnaissance de ces effets secondaires liés aux injections expérimentales. Je fais un deuxième point, c'est que vous avez tout à fait raison au niveau sémantique. Il ne s'agit pas du tout de parler de techniques habituelles d'immunisation. On est sur une technologie très différente et qui n'a pu voir le jour, au fond, que parce que il n'y avait pas de traitement officiellement pour l'épidémie de Covid-19. Toutes les AMM conditionnelles qui ont été faites auprès de ces 8 firmes dont vous parlez, avec l'Agence du médicament et avec la Commission européenne, sont liées au fait qu'il n'y avait pas de traitement. Et donc vous comprenez mieux ce qu'on a appelé, et qui conviendra d'appeler dans l'histoire, dans le futur, l'affaire de l'hydroxychloroquine, l'affaire de l'ivermectine, etc., qui sont en fait des moments de production de faux savoirs, de fausses sciences, qu'on appelle l'agnatologie, qui avait été bien mis en évidence dans l'histoire du tabac par quelqu'un qui s'appelle Robert Proctor, qui est un historien, et qui a montré à quel point les firmes pharmaceutiques étaient capables d'injecter de la science frelatée, frauduleuse, dans le débat public et dans le champ du savoir. Alors ces contrats
de l'Union européenne. Michel Rivasi, vous l'avez dit, qui est décédé aujourd'hui, a fait un énorme travail et moi j'ai vraiment envie de lui rendre hommage. Il y a aussi Virginie Joron, et vous voyez que ça dépasse la question des clivages politiciens et des différents partis. C'est lié à vraiment à une préoccupation citoyenne. Est-ce que on est en démocratie sanitaire ou est-ce qu'on l'est pas, et que des contrats à milliards peuvent être passés finalement par des SMS dans un coin par quelques personnes non élues. Je crois qu'il faut pas laisser faire ça, effectivement. Par ailleurs, ces contrats étaient liés à des AMM conditionnels, c'est-à-dire qui chantaient un certain nombre de barrières réglementaires et de sécurité très importantes pour permettre à des médicaments sûrs et efficaces d'être mis sur le marché. Et Christine a fait un énorme travail justement sur les insuffisances méthodologiques des essais princeps qu'elle a très très bien synthétisé et qui nous montre qu'au fond, il y a de très nombreux manquements, voire fraudes, dans la mise en place de ces essais principaux qui ont permis les mises sur le marché conditionnelles. Ça a été mis en évidence aussi par Peter Doshi dans le British Medical Journal, notamment autour d'un scandale qu'on a appelé le Ventavia Gate. Voilà. Donc cette idée des contrats est un tout petit morceau de l'ensemble de gigantesques scandales sanitaires face auxquels on est et qui, pour le moment, butent sur un mur assourdissement de déni collectif, notamment dans la sphère médicale. Eh ben, on va en parler tout de suite avec Christine Coton, enfin tout de suite, juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, car il est 8h. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. la table ronde. Alors je rappelle, on parle du Parlement européen, de ces députés donc LR et ces députés de la Macronie qui ont refusé de voter pour plus de transparence de la Commission européenne sur les contrats d'achat de vaccins. On a eu donc l'avis du docteur Louis Fouché. Christine Coton, je me tourne vers vous sur ces contrats. Pourquoi il y a un manque de transparence ? Je vais vous le dire, c'est extrêmement simple. C'est que si on récupère le contrat de la Commission européenne, on va pouvoir s'en servir pour faire des procédures judiciaires. Donc, à ce jour, on a récupéré le contrat Afrique du Sud. Dedans, on avait une information qui, pour moi, est capitale. Enfin, on en avait plusieurs. Mais on avait quand même écrit dans ce contrat Afrique du Sud, nonobstant les efforts et les dates prévues dans le calendrier de livraison provisoire, les parties reconnaissent que le produit a terminé les essais cliniques de la phase 2-3. Donc ça, c'est déjà complètement faux. C'est-à-dire qu'au moment où l'Afrique du Sud signe ce contrat, les essais cliniques ne sont pas du tout terminés. Donc le contrat européen, on l'a eu puisqu'il a fuité. Donc on sait à peu près ce qu'il y a dedans et on sait qu'on a la même chose que l'Afrique du Sud. Donc ces braves gens disaient aux signataires du contrat, vous met au courant quand même que l'injection ayant été développée dans l'urgence, la sécurité à long terme est inconnue, qu'il peut y avoir donc des effets indésirables, etc. Donc moi, mon travail, il a consisté à reprendre tous les rapports cliniques, les plans de gestion des risques et tous les documents qu'on pouvait avoir. Et c'est une démonstration méthodologique, c'est pas un avis, puisque depuis un certain temps, on a réussi à faire croire que des gens qui étaient ultra qualifiés dans un domaine, ils avaient des avis. Non, ils n'ont pas d'avis, ils font des expertises. Ceux qui ont des avis, c'est ceux qui n'y comprennent rien. Donc, ces expertises, je ne suis pas la seule à en avoir sur le sujet, notamment de la méthodologie, pure et dure, on va dire, Aminum Lille, le pharmacien qui a été, largement ennuyé, puisqu'il a perdu jusqu'à son travail, avait fait un travail aussi en termes réglementaires, méthodaux. Donc, si on récupère ces contrats, on va pouvoir, du coup, largement documenter la prise de risque. Et dans la démonstration que j'en ai faite, dès l'instant où ces essais cliniques ne suivent pas ce qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques, et à ce jour, donc ça va faire 2 ans, puisque mon premier rapport, il est sorti en janvier 2022, personne n'a réussi à écrire plus de 3 lignes, ne contenant pas soit une insulte, soit une idiotie. Donc, de toute façon, ce rapport ne sera jamais contredit. Donc, c'est-à-dire qu'en termes juridiques, le laboratoire ne peut pas prouver qu'il respecte les bonnes pratiques cliniques. Donc, à ce moment-là, est-ce que les contrats restent valides ? Oui. Pour moi, dès l'instant où il y a preuve de malversation ou fraude, les contrats, c'est terminé. Donc ça veut dire quoi en termes juridiques aussi, si les contrats sont
caduque, ça veut dire que toutes les couvertures qu'ont pu avoir les laboratoires de ne pas indemniser les victimes, ben ça c'est fini, hein, ça tombe. Donc on avait fait une première plainte pour empoisonnement en mai 2022, qui a été classée, qui est partie en appel, finalement je crois elle a été définitivement enterrée. Mais bon, c'est pas parce que celle-là a été enterrée qu'on va pas en faire d'autres, hein, que ces gens se le disent bien. Parce que mon travail, évidemment, il n'a qu'un seul but, c'est d'arriver à faire indemniser, enfin reconnaître dans un premier temps ces victimes, dont je crois que dans mon livre, j'en ai 24 qui témoignent, les faire prendre en charge, parce qu'effectivement, il y a une errance médicale pour certaines depuis plusieurs années, hein, et certaines plus de 2 ans, qui sont dans des états lamentables. On a des encéphalomyélites myalgiques qui est très invalidante. On a une apparition de maladie de Charcot. Bon, après, on a des tas de choses qui étaient plus ou moins prévues et qu'on savait finalement depuis très longtemps. Et tous ces risques qui ont été soigneusement cachés au public pour évidemment qu'ils courent se faire vacciner avec un produit absolument pas sûr au moment où on le dit et encore moins efficace. Et puis on va en reparler notamment de Creutzfeldt-Jakob, de ces injections, notamment le professeur Raoult lui-même l'a évoqué. Et je voulais revenir sur ce contrat parce que c'est un rapport de la Cour des comptes européenne, c'était en 2022, qui souligne que ces contrats ils furent signés avant même que les laboratoires n'aient reçu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, donc sur l'autorisation de la mise en place de ce vaccin sur le marché. Donc Louis Fouché, on peut penser qu'il y a un moment que le vaccin, que l'injection soit efficace ou non, finalement, on a acheté des doses, il faut les écouler. Et donc, on fait en sorte, on mène une politique pour faire en sorte que les gens soient injectés. Ouais, tout à fait. En fait, la politique devient un outil au service du bras marketing, en gros, des laboratoires pharmaceutiques, devient le prolongement du bras marketing des laboratoires pharmaceutiques avec des obligations et l'apparition d'une sorte de biopouvoir. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une société de surveillance et le biopouvoir, vous pouvez lire Canguilhem et Foucault, mais vous pouvez aussi lire juste Van Damme, celui qui a fait 13. Tout le monde connaît la BD 13, et qui a fait un truc qui s'appelle SOS Bonheur et qui montre très bien ce que c'est qu'une société où on commence à substituer au contrat social un contrat sanitaire. C'est ce qui s'est passé, hein. On a enlevé le boulot aux gens s'ils n'étaient pas vaccinés. Ça, c'est la substitution du contrat social et du contrat de travail par un contrat sanitaire. Ça n'est pas tolérable en démocratie. Cela dit, ce que vous soulignez sur les contrats, en gros, est la prise de conscience collective du rôle de l'Union européenne dans l'ensemble de ces marchés. Et c'est vrai pour les vaccins, mais c'est vrai pour tout le reste. C'est-à-dire que l'Union européenne est devenue, en gros, un guichet unique pour les multinationales pour réussir à imposer des choses qui sont normalement complètement hallucinantes aux entités nationales. Donc là, on a un vrai problème avec l'Union européenne et c'est très intéressant que ce scandale se fasse jour avant les élections européennes, parce que peut-être ça fera réfléchir les gens une bonne fois sur quels sont les représentants qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent plutôt des Michel Rivasi et des Virginie Joron et une réforme de leurs institutions européennes, ou est-ce qu'ils veulent continuer comme ça à se faire tondre la laine sur le dos et refiler des doses de vaccins qui, une fois qu'ils sont non écoulables, sont envoyés gentiment en Afrique parce que les pauvres Africains ont besoin de nos doses refoulées. Je rappelle que en Suisse, AstraZeneca a été refusé, il n'a jamais été utilisé parce qu'il n'y a jamais eu de réponse d'AstraZeneca à un certain nombre de manquements méthodologiques qui avaient été soulignés par l'Agence suisse du médicament. Voilà, donc on a un gros problème institutionnel de fond et cette histoire vient le souligner. Bon, c'est pas nouveau, hein. La corruption au sein de la Commission européenne n'est pas quelque chose qu'on découvre avec le Covid. Oui, surtout que les chiffres sont impressionnants, Christine Coton, je l'ai dit tout à l'heure, donc la note s'élève à 71 milliards d'euros pour acheter jusqu'à 4,6 milliards de doses. Et puis, une dose est d'environ 15 euros, chiffre obtenu à partir de doses effectivement commandées. Alors, il y a un enrichissement aussi de l'industrie pharmaceutique à ce moment-là, qui passe, ce que vous avez dit, outre donc tous les essais pharmaceutiques, tous les essais méthodologiques. Alors ça c'est un point important. Pourquoi au départ on a commandé autant de doses? Parce qu'on sait très bien depuis le début que 2 doses ne suffiront pas. Et on le sait. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas mesuré les fameux anticorps dans le temps, enfin trop loin dans le temps pour ne pas montrer qu'ils chutent. Donc au départ, ce qui moi me paraissait être de graves manquements et biais méthodologiques, ça commence à se transformer à ce qui ressemble de plus en plus
à une vaste fraude. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le produit qui a été administré, le produit Pfizer administré en vie réelle, n'est pas du tout celui de l'essai clinique. Donc, quand on vous a dit, braves gens, 95% d'efficacité, 2 doses et vous retrouverez la vie normale, le produit qu'a reçu la population, ce n'est pas celui qui a eu 95%. C'est-à-dire qu'en octobre 2020, on est dans l'essai clinique, c'est-à-dire on a recruté des participants, on les a suivis pendant X mois, et là on s'aperçoit que pour fabriquer ce produit-là pour des milliards de gens, ça va être extrêmement compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Pfizer-BioNTech? Ils changent la chaîne de production et ils changent le contenu. Et ils nous écrivent dans le protocole de l'essai clinique, donc un document Pfizer, c'est-à-dire que là, tout ce que je vous raconte, ce sont des éléments que j'ai trouvés dans des contrats, dans des documents du laboratoire, que ce soit les rapports cliniques, que ce soit les plans de gestion des risques, les résumés des caractéristiques produits, ce sont des documents officiels, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand on vous annonce dans le protocole, ils écrivent qu'on va tester 250 participants par lot, auxquels on va donner ce nouveau procédé, et on ne va pas tester l'efficacité sur ces gens-là. C'est-à-dire que vos 95%, on n'a aucun résultat sur ce nouveau procédé. Et c'est bien celui-là qui a été autorisé par toutes les agences du monde, l'Agence européenne du médicament, l'EMA, avait émis quelques remarques en disant que le taux d'ARN intègre n'était pas le même que celui de l'essai clinique. Mais finalement, à la suite de réponses du laboratoire, tout s'est réglé parfaitement et ils ont pu autoriser en décembre donc 2020 ce produit pour lequel on n'a strictement aucun résultat d'efficacité. Alors déjà, pour le efficace, on repassera. C'est-à-dire que ça, pour la première fois dans l'industrie pharma, enfin moi qui travaille depuis 1995 pour ces gens, donc pour la première fois, la population est vraiment cobaye. Pour le coup, normalement, le terme cobaye, ça n'existe pas dans l'industrie pharmaceutique puisque les patients, les participants, quand ils participent aux essais, signent un consentement libre et éclairé. C'est un document qui fait partie des documents de l'étude. Et personne ne participe sans avoir signé ça. Et évidemment, pour signer ça, il faut être en pleine possession de ses moyens intellectuels. Et pour les enfants, ce sont les 2 parents qui signent. Donc, pour la première fois, on a administré massivement un produit pour lequel on n'a strictement aucun résultat d'efficacité et pour lequel ces fameux résultats de dosage d'anticorps et de tolérance, qui devaient donc être comparés au process numéro 1, procédé de fabrication 1, on ne les a jamais vus. Donc, vous voyez que, je veux dire, c'est comment les agences de santé ont pu permettre à ce produit d'être vendu, administré à tout type de population, parce qu'on a autorisé d'abord sur les plus de 16 ans, on a autorisé sur les 12-15, sur les 5-11, et puis ensuite sur les bébés. Bébés à partir de 6 mois. Bon, donc, comment les agences de santé ont pu autoriser ce produit avec tous les manquements des essais, les études qui étaient manquantes, parce qu'on a appris depuis, et ça c'est un travail exceptionnel d'Hélène Banoun, qui a écrit un article fantastique sur la réglementation des thérapies géniques. On sait, dans des informations de bourse de Moderna, que pour la FDA, donc organisme américain qui approuve les produits, on sait qu'ils sont considérés comme étant des thérapies géniques. Et ils ont été classés, on va dire, administrativement vaccins pour en permettre un développement accéléré. Donc, autrement dit, on a bâclé les études précliniques, on a bâclé l'essai clinique, tout ça sous prétexte d'une pseudo-urgence qui finalement concernait, on va dire, extrêmement peu de gens, puisqu'on savait qu'au niveau mortalité, c'était essentiellement les personnes âgées qui décédaient et les personnes avec des comorbidités. Et sûrement pas des jeunes, sûrement pas des enfants ni des bébés. Qui, eux, ont subi pour le coup des effets secondaires. Je rappelle qu'avant, l'UE mettait entre 10 à 15 ans pour développer un vaccin, et là, ça a mis 12 mois, même pas un an. C'est pas l'UE qui développe les vaccins, oui, les produits. C'est chaque laboratoire qui fait ses essais cliniques, qui soumet son dossier à l'issue de l'essai qu'on appelle pivotal, c'est-à-dire la phase 3,
Et ce sont les agences qui peuvent dire on accepte ou on n'accepte pas. Alors, Donc moi, en l'état, si j'avais été reviewer dans la team de gens qui ont relu ce doc, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ils partaient tous avec des demandes complémentaires, un suivi supplémentaire, etc. C'est-à-dire que c'est une prise de risque sans précédent pour la population. alors, Et quand on prend des risques, on a des dommages collatéraux, et ces dommages, aujourd'hui, ce sont des victimes. alors Louis Fouché, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Bah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que souligne Christine et je pense que un des objectifs stratégiques à court terme, c'est le retrait du marché de ces produits et un moratoire sur la recherche sur les ARN et la distribution d'ARN aux humains et aussi aux animaux. Et ça, c'est extrêmement urgent de l'obtenir parce que il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées, il n'y a pas besoin d'aller travailler même ce dont on va parler sur les histoires de Creutzfeldt-Jakob, etc. Il y a déjà tellement de manquements que ces médicaments sont nuls et non avenus. Ils ne doivent pas être sur le marché, ne serait-ce que pour cette histoire de Process 2 et de Process 1 dont vient de parler Christine et qui ont permis de mettre en évidence, notamment grâce à l'équipe de Kevin McKernan, le fait que dans les fioles des injections faites avec le Process 2, il y a des très grandes quantités d'ADN, ce qui n'est pas attendu. Normalement, l'ADN devrait constituer 0,0030% de l'ensemble du matériel génétique de ces injections. En l'occurrence, ça monte jusqu'à 30% du matériel génétique. Or, cet ADN pose énormément de problèmes puisqu'il est pro-oncogène. Et oncogène, qui est l'inhib P53, qui a plein d'effets, notamment carcinologiques. Et cet ADN est problématique aussi parce qu'il est plasmidique, c'est-à-dire qu'il est sous la forme d'un rond et que potentiellement il peut se reproduire dans nos bactéries, notre bactérie de nos microbiotes, puisque c'est la façon dont on reproduit cet ADN. Et enfin, il est promoteur du gène SV40 et ça, c'est pas du tout attendu du tout. Ça n'est pas déclaré dans les caractéristiques produits et donc le produit doit être retiré du marché. Il n'est pas conforme. Enfin, il y a plein de problèmes qui sont liés à la fois aux ARN modifiés, à spike modifiés, aux nanoparticules lipidiques qui n'avaient jamais été utilisées chez l'homme, à la présence d'ARN tronqué, à la présence d'ADN linéaire, d'ADN plasmidique, de promoteurs de SV40. Et maintenant, effectivement, comme vous l'avez souligné, le fait qu'on sait qu'il y a aussi des décalages du cadre de lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on traduit un ARN en protéine, on traduit l'ARN en spike. Et il y a une majuscule et un point. En gros, un codon start, un codon stop. Mais on peut décaler ce cadre de lecture et se mettre à lire à partir d'une autre majuscule et jusqu'à un autre point et ne pas traduire spike, mais traduire par exemple pry, try ou cry ou dry, et ce sera plus spike. Et il se trouve qu'effectivement, il y a des protéines anormales qui sont traduites par changement du cadre de lecture de ces ARN par le ribosome. Et ces protéines qui sont traduites ont des effets biologiques. Elles ne sont pas simplement des déchets, elles ont des effets biologiques. Et un de ces effets biologiques, ça a été démontré dans déjà plusieurs articles, au moins 3, sont le dévoilement de sites prions sur la spike, c'est-à-dire la possibilité d'un repliement anormal de la spike qui va donner du prion. Le prion, les auditeurs connaissent ce mot pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie neurologique dégénérative. Effectivement, il y a ensuite une accumulation. Une maladie de la vache folle, voilà. peut-être plus connue sous ce nom-là. De dépôts amyloïdes qui vont venir abîmer le cerveau. Et ça, c'est lié à ce décalage du cadre de lecture. Et il se trouve que ça a été avéré pour certaines victimes d'effets secondaires, chez qui on retrouve des maladies de la vache folle, de Creutzfeldt-Jakob, notamment l'épouse de Marc Doyer de Verity France, où son cas a été avéré. Enfin, alors on va dire, mais oui, mais c'est un hasard. Oui, c'est un hasard si aujourd'hui on a 10 fois plus de Creutzfeldt-Jakob en 2 ans qu'en 10 ans. C'est-à-dire qu'on a augmenté d'un facteur 10, d'un ordre de grandeur entier. On peut dire que c'est un hasard. Effectivement, parmi ces gens qui ont fait des Creutzfeldt-Jakob, certains travaillent dans la recherche sur les prions et on peut se dire, bon, peut-être ça n'a rien à voir avec les histoires d'injection. Fort possible. Néanmoins, dans ce cas-là, on commandite une recherche, on commandite une investigation. Quand des choses sont anormales dans le moindre fromage à pâte crue et que vous vous retrouvez avec une infection alimentaire, on ferme l'entreprise, on rappelle l'ensemble du lot, etc. Et on fait chier l'entrepreneur sur son fromage. Et là, vous vous retrouvez avec des injections expérimentales de type injection génique expérimentale où tout passe comme une lettre à la poste. Ça va pas. Évidemment, il faut retirer du marché ces produits et commanditer des enquêtes. Alors, Christine Coton là-dessus. J'ai quelque chose à rajouter allez-y. Sur le Creutzfeldt-Jakob. Voilà, justement, et je voulais juste rappeler que le professeur Raoult, lui aussi, a évoqué un lien entre l'injection et les maladies de type Creutzfeldt-Jakob, et c'est ce que disait aussi le professeur Montagnier avant de décéder. C'est de ça dont j'allais parler. Voilà, c'est-à-dire en 2023, je crois, on a eu début 2023, il y a eu un article qui est sorti janvier 2023, qui était donc un article du professeur Montagnier, de Jean-Claude Pérez, éminemment chercheur, et du docteur Claire Moret-Chalmin, donc neurologue.
Cet article, ça a été un parcours du combattant pour le faire publier, puisqu'ils ont mis plus d'1 an. Et le titre, c'était Émergence d'une nouvelle maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et il y avait un examen de 26 cas, dont 23 se trouvaient en France. Et donc, il y avait un historique dans cet article où il nous disait, alors je crois que je me suis noté quelque part, qu'entre 92 et 2019, on avait eu 28 cas de Creutzfeldt-Jakob, dont effectivement en 2019-2021, 2 décès qui étaient qui étaient chez des gens qui travaillaient dans des domaines où ils étaient en laboratoire et qui pouvaient être en contact avec le prion. Donc, dans cet article, ils examinaient ces 26 cas, dont le cas de Morissette Doyer, que le professeur Montagnier, d'ailleurs, a tenté de soigner pendant des mois, et c'est celle qui a vécu le plus longtemps. Et donc, il y avait une apparition vraiment extrêmement rapide de la maladie, et en moyenne, on va dire, dans les 14 jours après une injection. Donc, alors 26 cas, évidemment, statistiquement, ça ne nous fait pas beaucoup, mais par rapport au nombre de personnes qui avaient été atteintes par la maladie, c'est énorme. Et surtout, donc, cette apparition extrêmement rapide, le problème qu'on a avec ça, c'est que du coup, quand ces gens déclarent à la pharmacovigilance, donc là où il faut déclarer vos effets indésirables, hein, donc je rappelle à tous que quand votre docteur, vous avez un effet indésirable, une pathologie, apparu après la vaccination, il vous faut déclarer absolument, puisque c'est ce qu'on utilise pour calculer les signaux de sécurité. On peut déclarer tout seul. On n'a pas besoin du docteur qui nous dit oui. Si le docteur vous dit c'est pas lié, on s'en fiche complètement de son avis et on lui a pas demandé. Donc il faut absolument déclarer pour calculer donc la masse de gens atteints de telle ou telle pathologie. Donc le professeur Montagnier avait déjà identifié. Alors lui c'était un petit peu un autre angle, hein, puisqu'il disait dans leur observation avait mené à des conclusions comme quoi le virus de Wuhan avait été trafiqué et qu'on avait rajouté la malaria et le VIH. Donc c'était un peu différent de ce qui sort aujourd'hui. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas mon domaine, si d'autres équipes dans le monde ont validé ces travaux. Bon, malheureusement, le pauvre n'est plus là pour continuer ses recherches, hein, même s'il était. Donc, on l'a fait passer pour un vieux fou, un charlatan. Bon, évidemment, le déroulé des gens bien mis en place par une meute qui harcèle et qui veut absolument dézinguer toute voix qui s'oppose, enfin, ou qui alerte au moins sur des risques potentiels. Donc on l'a fait passer pour un vieux fou qui a raconté n'importe quoi. Bon, le fait est que cette observation de Creutzfeldt-Jakob ou de maladies neurodégénératives, on l'observe, et en plus, ces effets indésirables avaient été prévus dans un certain nombre de documents dès octobre 2020. C'était prévu dès octobre 2020. Donc on avait une liste phénoménale présentée dans une vidéo YouTube encore disponible, hein, où il nous présente ça extrêmement rapidement pour pas que les gens le voient. Hein. Ça doit durer un quart de seconde et puis il switch la page, mais on avait toute une série phénoménale de problèmes, dont des AVC, des thromboses, des myocardites, des péricardites et de troubles neuraux. Donc on savait que ça allait causer des troubles neuraux, puisqu'en octobre 2020, il y avait des gens qui disaient qu'il fallait les surveiller. Oui. Donc, Louis Fouché, je vous donne juste le mot de la fin. Il y a quand même un espoir, c'est-à-dire qu'on rappelle, le professeur Raoult veut interdire les injections Pfizer, Moderna contre le Covid. Il parle aussi des maladies de type Creutzfeldt-Jakob. Il y a quand même une prise de conscience. Vous ne sentez pas une prise de conscience quand même au sein de la population et puis même au sein de la communauté scientifique ? Le réel vient taper à la porte, effectivement, et donc il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans leur chair ou dans la proximité de leur famille par ces effets secondaires qui sont très nombreux, comme l'a rappelé Christine Coton, et de très nombreuses natures différentes. On a notamment une surmortalité, toute cause, quelles que soient les classes d'âge, dans les données anglaises, qui a été très bien mise en évidence par Pierre Chaillot, mais par d'autres équipes aussi, et une baisse de la fécondité de manière très importante aujourd'hui, qui se rapporte à ces troubles du cycle menstruel, mais aussi à des atteintes des spermatozoïdes et de la fécondité chez l'homme. Et ça, au fond, on va avoir des classes creuses énormes qui sont en train d'apparaître à la suite de cette espèce de guerre du Covid, où les gens auront que leurs yeux pour pleurer. Pour le moment, voilà, il y a assez peu de soutien, il y a ces associations de victimes, il y a Solidéclat pour aider à déclarer les effets secondaires, et
et les tutelles institutionnelles font comme si ça n'existait pas, probablement par peur de toutes les conséquences judiciaires qu'ils vont encourir. Je pense qu'il est temps, au contraire, d'admettre son erreur s'il y a eu erreur. Il est temps de clouer au pilori ceux qui ont fait des fraudes, s'il y a eu des fraudes et de la corruption, et puis de venir en aide à ceux qui souffrent et qui sont malades, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour qu'ils aillent mieux, pour que leur état s'améliore, et que tant qu'on fait semblant que ça n'existe pas, on ne le traite pas. Alors qu'à partir du moment où on le regarde en face, notre médecine est quand même capable de très belles choses. Tout à fait. Et c'est notamment pour ça que vous avez écrit La traversée de la peur, l'Odyssée du réel aux éditions Trédaniel. J'ai oublié de le citer au tout début parce que on vous avait reçu là-dessus. Merci à vous, Louis Fouché, puis Tous résistants dans l'âme aussi aux éditions Trédaniel. Je rappelle que vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur. Et merci à vous, Christine Coton. Vous êtes biostatististe. Je veux juste rajouter, encore une fois, on savait ça depuis le début. On savait tout ça depuis le début et vous l'avez écrit aussi depuis décembre 2020, on savait tout ça en lisant les documents des laboratoires. Donc maintenant, ceux qui font semblant, on va dire, de tomber de la lune parce qu'ils découvrent, les professionnels de l'industrie pharma qui se sont penchés sur le sujet savaient tout ça depuis le début. Et ils auraient dû lire votre livre. Alors on va le dire maintenant. Tous vaccinés, tous protégés, vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée aux éditions Trédaniel. Je crois qu'on l'a dit tellement de fois que finalement, voilà, la vidéo de toute manière sera condamnée. Merci à tous les deux. Et puis à très vite pour évidemment, on va continuer à suivre ça avec vous. Merci à vous.